Quand on pense à une crise économique mondiale, on imagine souvent une pénurie, un manque. Mais aujourd'hui, on fait face à une situation complètement paradoxale. Une crise provoquée non pas par un manque de pétrole, mais par un excès. Il y en a tellement qu'on ne sait littéralement plus quoi en faire. C'est la question qui change absolument toute la perspective. Et si la prochaine grande crise énergétique n'était pas celle qu'on attend? Pas une crise de manque, mais une crise de trop-plein. L'idée peut paraître folle, et pourtant c'est exactement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et attention, ce n'est pas une théorie pour le futur, c'est une réalité bien présente. Fin 2025, des pays producteurs majeurs comme le Nigeria et l'Angola se sont retrouvés avec des tankers pleins à ras-bord, prêts à livrer mais sans aucun acheteur à l'horizon. Des millions de barils bloqués non pas à cause d'un problème de qualité, mais simplement parce que le marché mondial est inondé. Alors, première chose à comprendre, comment en est-on arrivé là? D'où vient tout ce pétrole qui sature le marché? Pour ça, il faut regarder qui a ouvert les vannes. Ce qui est assez fascinant, c'est que l'offre explose de partout en même temps. D'un côté, on a les géants historiques, l'Arabie Saoudite, la Russie, qui produisent à plein régime. Et de l'autre, de nouveaux acteurs qui débarquent sur le marché à une vitesse folle. Prenez le Guyana, par exemple. Il y a quelques années, ce pays ne produisait presque rien. Aujourd'hui, il exporte des tankers de brut quasiment tous les jours. Et la conséquence la plus visible de cette saturation, on la voit en mer. Ce sont des dizaines de millions de barils de pétrole qui flottent, littéralement. Des super pétroliers sont transformés en entrepôts flottants géants parce qu'il n'y a nulle part où livrer la marchandise. Les données de la société Vortexa le confirment, ce stockage en mer a explosé, un signe très clair que le marché est au bord de l'asphyxie. Et le pire, c'est que la situation ne semble pas prête de s'arranger. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un excédent de plus de 4 millions de barils par jour en 2026. Pour se donner une idée de l'échelle, c'est comme si on ajoutait chaque jour toute la production d'un pays comme le Canada à un marché qui est déjà complètement saturé. Alors forcément, avec une telle inondation, la conséquence est mathématique, elle est inévitable, les prix s'effondrent. Quand l'offre dépasse la demande à ce point, la chute est toujours brutale. Le marché, lui, a déjà accusé le coup. Le prix du baril de Brent, qui est la référence mondiale, tourne aujourd'hui autour de 60 $. Ça représente une baisse de plus de 20% sur la seule année 2025, et beaucoup d'analystes estiment que ce n'est qu'un début. Et ce ne sont pas que des suppositions, les grands noms du secteur le confirment. Trafigura, qui est l'un des plus grands négociants au monde, anticipe une poursuite de la baisse, avec des prix qui pourraient tomber autour de 50-55 $. Le message est clair, la pression à la baisse va se maintenir et peut-être même s'intensifier. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres facteurs viennent s'ajouter à ce cocktail déjà explosif. La Chine, qui est le premier acheteur mondial, a quasiment rempli ses réserves. Un accord de paix en Ukraine pourrait faire revenir en force le pétrole russe sur le marché, et même des perturbations de l'offre, comme la chute de la production au Venezuela, sont à peine ressenties, tant le surplus mondial est énorme. Bon, avec ce pétrole qui déborde et ces prix qui chutent, la question se pose, est-ce que c'est finalement une bonne nouvelle? Sur le papier, la réponse semble évidente. En théorie, c'est même le remède parfait contre l'inflation galopante. Le raisonnement est assez simple en fait. Le prix du pétrole, c'est un peu le moteur de tout le reste. S'il baisse, les coûts de production et de transport diminuent pour presque tous les biens et services. Et logiquement, ça devrait calmer la hausse générale des prix. Et d'ailleurs, les grandes institutions économiques partagent cette vision. Le FMI, par exemple, anticipe déjà une baisse de l'inflation dans de nombreuses régions du monde, en grande partie grâce à cette chute attendue des prix de l'énergie. Pendant ce temps-là, la Banque centrale américaine, la Fed, semble jouer la même partition. Elle a déjà baissé ses taux d'intérêt 3 fois de suite et elle subit une pression politique assez forte pour continuer sur cette lancée en 2026. L'objectif est clair, stimuler une économie que beaucoup jugent encore fragile. Mais c'est précisément ici que l'histoire se complique. Parce que même si le chiffre global de l'inflation ralentit, son impact est loin, très loin, d'être le même pour tout le monde. On entre dans une économie de plus en plus fragmentée, une économie à deux vitesses. C'est la question fondamentale. Derrière les grands chiffres et les moyennes nationales, la réalité est souvent bien différente. Est-ce que ce ralentissement se ressent vraiment dans le portefeuille des ménages au quotidien? Pour bien comprendre cet écart, il y a un mot qui est devenu essentiel, la shrinkflation. En clair, officiellement, l'inflation ralentit. Mais dans la vie de tous les jours, le panier de consommation se dégrade. On paye le même prix, parfois même plus cher, pour des produits qui sont plus petits ou de moins bonne qualité. Et ça crée une véritable fracture sociale. D'un côté, les ménages les plus aisés voient la valeur de leurs actifs, comme l'immobilier ou les actions, continuer de grimper. Leur patrimoine est protégé. De l'autre, les ménages plus modestes, dont le budget est aspiré par les dépenses essentielles, subissent de plein fouet l'érosion de leur pouvoir d'achat. Ce sont vraiment deux réalités économiques parallèles qui coexistent. On arrive maintenant à la dernière partie avec une dernière pièce au puzzle, un risque un peu inattendu, un nuage noir qui plane sur l'année 2026 et qui pourrait bien balayer toutes les prévisions.
Ce qui est intéressant, c'est que les experts s'inquiètent, mais pas forcément des risques géopolitiques habituels. Non, la plus grande crainte des investisseurs aujourd'hui, elle vient d'un tout autre secteur. Le résultat est assez surprenant. D'après une enquête de la Deutsche Bank, pour une majorité d'investisseurs, la menace numéro 1 n'est ni la guerre, ni une crise énergétique. C'est l'éclatement de la bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle. Si ce château de cartes venait à s'effondrer, l'onde de choc pourrait déstabiliser toute l'économie mondiale. Voilà le point crucial à retenir de tout ça. Une inflation plus faible, ça ne veut absolument pas dire que les prix baissent. Ça veut juste dire qu'ils continuent d'augmenter, mais un peu moins vite qu'avant. Pour le dire autrement, la pression est toujours là, elle s'intensifie juste un peu plus lentement. La question finale reste donc entière. Pour les millions de foyers qui luttent chaque mois pour boucler leur budget, ce simple ralentissement de la hausse des prix sera-t-il vraiment suffisant pour enfin souffler un peu ? C'est tout l'enjeu social et économique qui va se jouer dans les mois à venir.